Un corridor qui valait autrefois quelques camions isolés dépasse désormais les 300 millions de dollars d'échange, mais reste freiné par des retards qui se comptent en heures sur la frontière. Cette progression fulgurante contraste avec la fragilité persistante du Sahel, où chaque décision économique dépend d'un équilibre difficile entre ambition et sécurité. Alors que la région cherche une trajectoire stable, Ibrahim Traoré devient l'une des rares figures capables de transformer ce passage en véritable levier de souveraineté. Qu'attend réellement cette frontière de demain ? Une transition pourrait déjà être en marche. Entre le Ghana et le Burkina Faso, la route commerciale n'est plus un simple axe d'échange, mais la promesse d'une transformation structurelle qui dépasse le cadre bilatéral. Le véritable bénéfice pour la région tient en 10 mots clairs. Construire une souveraineté économique fondée sur des ressources internes. Ce basculement apparaît précisément au moment où les deux pays, longtemps soumis au cycle d'aide extérieure, cherchent à réécrire leurs règles économiques en misant sur la production, la transformation locale et la réduction des dépendances logistiques. Ce réalignement crée un enjeu majeur. Si les infrastructures, les corridors modernisés et les chaînes de valeur partagées se stabilisent, la région pourrait franchir un seuil décisif de développement durable. Mais l'équilibre reste fragile, car chaque avancée doit composer avec les retards douaniers, les zones d'insécurité du Sahel et l'exigence d'une coopération politique continue. Dans une idée résumée, et si ce partenariat devenait le premier modèle reproductible de souveraineté régionale, capable d'entraîner tout le Sahel dans une logique d'autonomie maîtrisée, deux éléments longtemps considérés comme secondaires se révèlent déterminants. L'augmentation régulière des échanges et le passage symbolique du seuil des 300 millions de dollars en 2024 qui modifie silencieusement l'équilibre régional. Ce décalage entre un chiffre encore modeste et son impact politique réel éclaire la question laissée en suspens. Pourquoi cette frontière transporte-t-elle désormais un enjeu de souveraineté plus large que le commerce lui-même ? Dans cette dynamique, le corridor Ghana-Burkina Faso change de nature. Jadis simple passage entre un pays côtier et un État enclavé, il devient l'illustration d'une tentative assumée de détourner la région de la dépendance à l'aide internationale. La poussée actuelle s'inscrit dans un contexte où les échanges intra-africains, encore fragmentés, cherchent une cohérence stratégique. Le Ghana mise sur ses ports et ses capacités de transformation, tandis que le Burkina Faso avance dans la valorisation locale de ses ressources agricoles. La rencontre de ces deux trajectoires crée une zone où commerce, identité régionale et volonté politique convergent. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît ici comme une pièce maîtresse. Son insistance sur la souveraineté économique, relayée bien au-delà de Ouagadougou, alimente une perception nouvelle. La frontière n'est plus un point de fragilité, mais un levier d'autonomie. Cette reformulation du cadre mental pèse autant que les infrastructures, car elle structure les attentes, les priorités et les alliances. Dans un exemple concret, lors d'une série d'accords formalisés autour de 2024, la réduction des formalités douanières a montré son effet immédiat. Les retards, autrefois considérés comme inévitables, ont commencé à diminuer, révélant l'impact concret d'un simple ajustement administratif sur la fluidité régionale. Cependant, cette évolution n'efface pas les contraintes. L'état des routes, les retards persistants et la fragilité sécuritaire du Sahel imposent des limites structurelles. C'est précisément dans cet entrelac de progrès et de tensions que se joue le véritable sens de cette coopération en formation. Au sein de cette transformation en cours, un fil conducteur émerge. La manière dont certains acteurs de terrain perçoivent déjà les effets tangibles du corridor Ghana-Burkina Faso. Pour eux, la frontière ne se réduit plus à un poste de contrôle, mais devient un espace où s'entrecroisent production locale, logistique rénovée et ambition politique. Cette lecture de proximité éclaire ce que la région vit avant même que les réformes n'atteignent leur pleine maturité. Le discours d'Ibrahim Traoré, souvent centré sur la souveraineté économique, sert ici de boussole. En réaffirmant que la transformation doit partir des ressources internes, il crée un cadre mental qui encourage les acteurs locaux à envisager leurs activités comme partie intégrante d'une dynamique régionale plus large. Ce changement d'attitude précède parfois les améliorations matérielles, révélant l'importance du récit politique dans la construction d'une nouvelle économie. Dans un premier exemple concernant les producteurs de coton,
Dans les zones rurales du Burkina Faso, plusieurs groupements de producteurs observent une évolution directe. Une partie du coton, autrefois exporté brut, est désormais envoyée vers des installations de transformation plus proches du corridor. Ce déplacement réduit les pertes logistiques et crée des emplois saisonniers supplémentaires. Dans un second exemple portant sur les transporteurs régionaux, côté ghanéen, certains transporteurs décrivent une progression moins visible mais décisive. La modernisation des points de stockage le long de la route limite les arrêts imprévus, améliorant la fréquence des trajets Accra-Ouagadougou. Même si les retards douaniers persistent, cette régularité accrue change la planification commerciale des petites entreprises. Ces signaux précoces montrent que la transition ne repose pas uniquement sur des annonces, mais sur une restructuration progressive des habitudes professionnelles. Tout commence par une série de constats simples. Les échanges entre Accra et Ouagadougou augmentent, les coûts logistiques diminuent et les corridors se densifient. Cette progression agit comme un déclencheur. Les gouvernements constatent qu'une transformation réelle est possible si les obstacles historiques, routes vétustes, formalités pesantes, insécurité, sont attaqués frontalement. Le Ghana améliore ses infrastructures portuaires. Le Burkina Faso développe des zones industrielles pour transformer localement coton, karité et produits agricoles. Ce mouvement crée l'étincelle. La volonté de réduire la dépendance à l'aide extérieure devient une stratégie assumée. Les premières discussions informelles entre les deux pays se solidifient. Le processus s'enclenche, puis survient la montée en cadence. La décision d'officialiser la modernisation du corridor prend une dimension politique forte. Le Forum d'investissement du Ghana à Ouagadougou en 2025 marque cette bascule. Pour la première fois, les deux capitales annoncent un calendrier commun, réduction des procédures douanières, création de centres de traitement, réorganisation logistique. Les premiers investissements apparaissent dès la même année. Des ports secs émergent le long de la route. Des installations de stockage s'ajoutent aux points de passage. Le Ghana finance des tronçons routiers. Le Burkina Faso pose les bases d'unités industrielles adaptées à la transformation de ces matières premières. Le corridor change de visage. Cette séquence devient le cœur du basculement. La parole d'Ibrahim Traoré renforce cette accélération. Il martèle que l'Afrique doit se construire sur ses propres termes, et ce message, déjà répandu parmi les jeunesses urbaines, donne une cohérence idéologique au projet. La souveraineté économique n'est plus une abstraction, elle devient un moteur politique. Son insistance sur les chaînes de valeur internes pousse les deux pays à aller plus loin que de simples accords. Le partenariat s'élargit, formation professionnelle, investissement croisé, orientation vers la transformation locale plutôt que l'exportation brute. La coopération prend une épaisseur nouvelle. Le cœur du récit se structure. Arrive alors la véritable phase de haut régime. Les chiffres s'alignent, les échanges franchissent environ 300 millions de dollars en 2024. Les exportations ghanéennes vers le Burkina Faso progressent de 30%. Celles du Burkina Faso vers le Ghana gagnent près de 20%. Le corridor réduit les coûts logistiques de 25%. Les entreprises observent une fluidité que la région n'avait jamais connue. Les transporteurs adaptent leur trajectoire. Les zones industrielles commencent à fonctionner. Le marché régional se densifie. Les administrations des deux pays coordonnent mieux leurs procédures. Des mécanismes de sécurité sont introduits dans les secteurs sensibles du Sahel. Le modèle se consolide. Mais la montée en puissance n'efface pas les aspérités. Les retards douaniers subsistent, bien que diminués. Les routes exigent encore des travaux lourds. Les tensions régionales et les menaces qui touchent le Sahel rappellent que la zone reste vulnérable. L'expansion doit composer avec ces contraintes. Pourtant, l'élan ne se brise pas. Les gouvernements adaptent leurs stratégies. Les entreprises s'engagent davantage. Les populations perçoivent des bénéfices concrets. Les partenaires extérieurs observent. Le corridor, autrefois un passage secondaire, devient un test régional de souveraineté économique. Puis vient la Duchamp, la phase où les effets continuent de se diffuser. Le sentiment de coopération s'étend. Les pays voisins commencent à suivre l'initiative. Les mécanismes d'intégration régionale s'ajustent. Les premières unités industrielles locales affichent des résultats encourageants. Et le message de souveraineté porté par Ibrahim Traoré agit comme un fil rouge. La région avance, malgré les incertitudes, vers un modèle où elle définit elle-même ses priorités. Pour mesurer l'ampleur réelle de la transformation en cours, il faut revenir à une base simple.
L'état du commerce régional avant le recentrage stratégique opéré par le Ghana et le Burkina Faso. Pendant des années, les échanges entre les deux pays évoluaient lentement, contraints par des infrastructures fragiles, une dépendance structurelle à l'aide extérieure et un environnement logistique marqué par des retards récurrents. Ce baseline explique pourquoi chaque amélioration récente provoque aujourd'hui un écho régional disproportionné. La dynamique actuelle ne part pas de zéro, mais d'un terrain historiquement limité, où chaque progrès compte double. Le premier changement concret apparaît dans l'évolution globale du volume commercial. Première donnée, en 2024, les échanges atteignent d'environ 300 millions de dollars. Cela signifie que ce seuil symbolique confirme l'entrée du corridor dans une nouvelle phase. Le bond est modeste à l'échelle mondiale, mais il marque une rupture structurelle pour l'Afrique de l'Ouest. Deux économies longtemps perçues comme dépendantes redéfinissent désormais leurs relations par leur propre capacité productive. La croissance se matérialise dans les flux, mais aussi dans l'idée que la région peut déplacer son centre de gravité économique vers des chaînes de valeur internes. Un deuxième indicateur éclaire la transformation du côté ghanéen. Deuxième donnée, les exportations du Ghana vers le Burkina Faso augmentent d'environ 30%. Cela signifie que la hausse découle directement d'infrastructures modernisées et mieux coordonnées. Ce chiffre traduit une réorientation progressive de l'économie ghanéenne. Davantage de produits transformés, davantage d'industries locales, davantage de maîtrise logistique. Les ports, les routes et les installations de stockage, renforcées au fil des investissements, deviennent les piliers d'un commerce intra-africain plus cohérent. Ce mouvement réduit l'écart entre potentiel et réalité. Côté burkinabé, un troisième signal quantifiable confirme la montée en puissance du corridor. Troisième donnée, les exportations de coton et de beurre de karité augmentent d'environ 20%. Cela signifie que cette progression montre l'impact direct des premières unités industrielles locales. La capacité nouvelle de transformer une partie des matières premières avant exportation constitue un changement profond. Elle réduit les pertes de valeur, ancre les bénéfices localement et éclaire la logique stratégique défendue depuis le début par Ibrahim Traoré, selon laquelle la souveraineté économique passe par la maîtrise des chaînes de production et non par leur externalisation. Ces trois évolutions quantitatives composent un tableau cohérent. Elles montrent que le corridor ne fonctionne pas seulement comme un axe de transit, mais comme une matrice d'expérimentation économique. La baisse des coûts de logistique, déjà perceptible grâce à la réduction de 25% observée à l'échelle du corridor Sahel, s'ajoute à cette dynamique. Bien qu'elle ne provienne pas exclusivement du Ghana et du Burkina Faso, elle illustre la tendance plus large. Les infrastructures partagées permettent des gains immédiats malgré un environnement sécuritaire encore fragile. L'ensemble de ces deltas révèle une vérité centrale. La progression actuelle n'est pas un simple effet d'annonce, mais le résultat d'une réorganisation méthodique. Investissement, ajustement administratif, zone industrielle, modernisation logistique, qui commencent seulement à produire des effets visibles. Et ces chiffres, bien que partiels, indiquent la direction d'un projet qui dépasse les deux capitales, une tentative assumée de créer une souveraineté économique qui s'enracine dans les ressources locales. Pour comprendre la solidité réelle du partenariat Ghana-Burkina Faso, il faut examiner les deux lectures opposées qui dominent le débat régional. La première, largement partagée parmi les partisans de l'intégration intra-africaine, affirme que la montée en puissance du corridor est la preuve qu'un modèle d'autosuffisance peut émerger à partir de deux économies souvent considérées comme périphériques. Elle met en avant la modernisation des infrastructures, la réduction progressive des formalités douanières et l'essor des premières unités de transformation locale. Selon cette perspective, le corridor illustre la capacité de deux pays voisins à bâtir un espace économique fonctionnel sans dépendre d'acteurs extérieurs. Les chiffres soutiennent cette thèse: hausse du commerce bilatéral, diversification des exportations et capacité accrue de transformer une partie des matières premières avant leur départ. La seconde lecture, plus critique, pointe les limites structurelles qui pourraient entraver la durabilité du modèle. Les experts qui la défendent soulignent que les défis sécuritaires du Sahel demeurent importants et peuvent perturber les flux de marchandises à tout moment.
Il rappelle que les infrastructures, bien qu'améliorées, nécessitent encore des investissements lourds pour atteindre une capacité réellement stable. Ils avertissent également que fonder une grande partie du développement économique sur ses seuls partenaires régionaux peut devenir un risque, surtout si les marchés mondiaux se déplacent ou si les chocs géopolitiques se multiplient. Le corridor, dans cette optique, avance certes, mais reste vulnérable à des perturbations que les deux pays ne contrôlent que partiellement. Entre ces deux visions, une réponse mesurée émerge. Les progrès observés, croissance des échanges, montée de la transformation locale, baisse des coûts logistiques, sont réels et attestés. Mais les obstacles, eux aussi, sont documentés. Routes incomplètes, retards douaniers persistants, instabilité du Sahel. Le partenariat n'est donc ni un succès garanti, ni un projet fragile condamné à l'échec. Il s'agit d'un modèle en construction, dont la solidité dépendra de sa capacité à absorber les contraintes régionales tout en poursuivant les investissements ciblés qui ont déjà généré des résultats concrets. Un basculement apparaît soudain. Au milieu de cette trajectoire ascendante, un point infime mais décisif change la logique du corridor. Ce n'est plus seulement le commerce qui progresse, mais la manière dont les deux pays conçoivent leur rapport au monde extérieur. Cette inflexion, presque discrète, se manifeste lorsque les infrastructures et les chaînes de valeur commencent enfin à converger avec un discours politique structurant. À ce moment précis, les annonces naissent d'être des intentions, elles deviennent des cadres d'action. La parole d'Ibrahim Traoré joue ici un rôle catalyseur. Sa conviction que l'Afrique doit réduire sa dépendance à l'aide extérieure trouve soudain un terrain d'application concret à travers les investissements, les zones industrielles et la réorganisation logistique. Le corridor n'est plus un simple axe d'échange, il se transforme en modèle expérimental de souveraineté économique. Ce glissement modifie les attentes et les priorités des acteurs locaux, qui perçoivent désormais le commerce non comme une finalité, mais comme un outil de réappropriation. Le midpoint tient donc dans cette rupture. Un projet né comme initiative bilatérale devient un prototype régional, observé de près par les pays voisins, et porteur d'un message clair. La souveraineté peut commencer par un corridor. La montée en puissance du corridor Ghana-Burkina Faso s'incarne désormais dans des effets concrets, visibles non seulement dans les statistiques, mais surtout dans la manière dont chaque groupe concerné réorganise ses priorités. La coopération cesse d'être un cadre théorique et devient un moteur direct de transformation. Les impacts se déclinent différemment selon les gouvernements, les entreprises, les populations locales et la scène régionale, révélant un ensemble d'ajustements qui redéfinissent déjà l'équilibre du Sahel. Et derrière cette redistribution silencieuse, l'influence idéologique d'Ibrahim Traoré tisse un fil directeur qui donne cohérence aux évolutions en cours. 1. Nyamnyanuk, NN. Pour les gouvernements, le corridor représente un tournant stratégique. La réduction des formalités douanières modifie profondément les processus administratifs et offre une autonomie accrue face aux fluctuations de l'aide internationale. En renforçant leurs infrastructures, les deux pays améliorent leur capacité à stabiliser les échanges même dans un contexte sécuritaire fragile. Cette dynamique crée une fenêtre politique rare, la possibilité de consolider une souveraineté économique sans dépendre entièrement des bailleurs extérieurs. 2. Nom Douaniep DN. Les entreprises perçoivent immédiatement les gains logistiques. Trajets plus réguliers, stockage modernisé, transformation locale plus accessible. Les producteurs ghanéens trouvent un débouché régional stable, tandis que les acteurs burkinabés valorisent une part croissante de leurs matières premières avant exportation. Cette double trajectoire modifie les chaînes de valeur et encourage les investissements croisés. Pour de nombreuses PME, le corridor devient un outil de projection régionale plutôt qu'un simple passage commercial. 3. Nom Nguydon, localité ND. Pour les populations situées le long de la route, les changements prennent une forme directe. Davantage d'emplois saisonniers, davantage d'activités de transformation et davantage d'opportunités pour les jeunes. Les zones rurales du Burkina Faso voient apparaître de petites unités industrielles qui réduisent la dépendance au marché extérieur. Côté ghanéen, les transporteurs locaux
constate une amélioration progressive de la régularité des trajets, ce qui stabilise les revenus. Ces bénéfices restent encore inégaux, mais ils révèlent un début d'intégration concrète dans la vie quotidienne. 4. Nyamkuvuk International KV. À l'échelle régionale, le partenariat devient un signal politique important. Les pays voisins observent un modèle reproductible, coopération bilatérale, transformation locale, infrastructures partagées. Cette dynamique redessine la manière dont l'Afrique de l'Ouest peut se projeter dans le commerce global. Pour certains acteurs internationaux, cette montée en autonomie questionne leur rôle traditionnel, tandis que d'autres y voient l'occasion d'investir dans un espace plus stable et mieux structuré. Le corridor agit ainsi comme un laboratoire de souveraineté observé par l'ensemble du Sahel. Les prochains mois deviennent décisifs pour le corridor Ghana-Burkina Faso. Après une phase d'expansion marquée par les investissements, la transformation locale et la réduction partielle des obstacles douaniers, l'évolution dépend désormais de 3 trajectoires possibles. Chacune repose sur des combinaisons différentes de stabilité politique, de continuité logistique et de gestion des risques liés au Sahel. Les variables sont connues, mais leur interaction détermine la profondeur du changement. 3 scénarios s'ouvrent alors, dessinant les contours de ce que pourrait devenir la coopération régionale. Dans un scénario de base, stabilisation maîtrisée. Dans cette perspective, les progrès actuels se poursuivent sans accélération spectaculaire, mais sans rupture. Les investissements continuent à un rythme raisonnable, les infrastructures gagnent en efficacité et les retards douaniers diminuent lentement. Si la coordination administrative reste stable, alors le corridor maintient une croissance de 10-15%, soutenue par la transformation locale croissante. Les 2 pays consolident leur chaîne de valeur interne et le modèle devient un cas d'école de coopération pragmatique en Afrique de l'Ouest. Dans un scénario optimiste, intégration régionale rapide. Ici, l'élan bilatéral attire de nouveaux partenaires comme le Mali, la Côte d'Ivoire ou le Niger, créant un début de marché commun. Les unités industrielles se multiplient, tandis que les infrastructures énergétiques et agricoles se renforcent. Si la stabilité régionale se maintient et que les pays voisins s'alignent sur la même logique, alors la croissance commerciale pourrait atteindre 20-25%, entraînant une hausse des investissements étrangers. Le corridor devient une référence en matière d'autosuffisance et transforme la position du Sahel dans le commerce intra-africain. Dans un scénario pessimiste, pression sécuritaire et ralentissement. Dans cette trajectoire plus sombre, l'insécurité du Sahel prend le dessus. Les flux logistiques sont perturbés, les coûts augmentent et les entreprises reportent leurs projets. Si les tensions géopolitiques se renforcent et que les gouvernements peinent à sécuriser les corridors, alors la croissance stagne et les réformes logistiques mettent plus de temps à produire leurs effets. Le modèle reste valable, mais il perd sa capacité à inspirer une dynamique régionale. Quel que soit le scénario, une constante demeure. La durabilité du corridor dépendra de sa capacité à traduire les avancées actuelles en un cadre résilient, capable d'absorber pression politique, risques sécuritaires et chocs extérieurs sans perdre son orientation stratégique. Au-delà des bilans économiques, le corridor Ghana-Burkina Faso prend forme dans la vie quotidienne de ceux qui observent, travaillent ou comptent sur ces transformations. Il ne s'agit plus seulement d'un projet d'infrastructure, mais d'un mouvement qui touche directement les trajectoires individuelles. Les impacts se construisent lentement, mais la manière dont les citoyens, les travailleurs et les jeunes perçoivent ces évolutions façonne déjà les attentes pour l'avenir. 3 groupes en particulier voient leurs horizons se modifier. Groupe A, les jeunes en quête d'opportunités. Pour une génération souvent confrontée au chômage ou à l'exode, la montée des unités industrielles et des programmes de formation professionnelle ouvre un espace d'espoir concret. Les débouchés ne sont pas encore massifs, mais ils tracent une voie nouvelle, celle d'un travail ancré localement plutôt que dicté par l'extérieur. Une petite suggestion, s'informer sur les centres de formation émergents peut devenir un premier levier d'action. Groupe B, les acteurs économiques locaux. Artisans, transporteurs, commerçants et producteurs ressentent une transformation progressive, trajets plus réguliers, accès à de nouveaux débouchés, chaînes de valeur plus proches. Même si les obstacles persistent, cette régularité nouvelle renforce la confiance et encourage l'initiative privée. Une petite suggestion, structurer des coopérations locales ou régionales peut amplifier ces bénéfices. Groupe C,
les citoyens éloignés du corridor. Même ceux qui ne vivent pas à proximité de la route perçoivent les effets indirects, discours renouvelés sur la souveraineté, sentiment d'appartenance régionale renforcé, hausse progressive des activités économiques nationales. Cette réorganisation symbolique contribue à resserrer les attentes autour d'un futur plus autonome. Dans ces trois regards, une constante apparaît. La transformation économique n'est pas seulement une affaire d'infrastructure, mais une question de trajectoire collective et de capacité à s'approprier les opportunités qui naissent. Pour que le corridor Ghana-Burkina Faso passe d'un succès naissant à un cadre durable, il faut transformer les intentions en une séquence d'actions coordonnées. Les avancées actuelles montrent un potentiel réel, mais seule une feuille de route précise peut absorber les fragilités du Sahel, stabiliser les investissements et amplifier les effets économiques. Dans ce processus, la vision portée par Ibrahim Traoré, centrée sur la souveraineté et la valorisation interne des ressources, sert de repère structurel. 5 leviers apparaissant alors comme essentiels pour inscrire la dynamique dans la durée. Première mesure, consolider les infrastructures critiques. Cette étape implique gouvernement Ghana-Burkina Faso. Elle nécessite de moderniser routes, ports secs, zones de stockage. Le calendrier prévu correspond à 6-12 mois. Les résultats seront observés à travers réduction mesurable des arrêts logistiques. Deuxième mesure, harmoniser les procédures douanières. Cette étape implique administration frontalière. Elle nécessite de réduire les étapes manuelles, créer guichet unique. Le calendrier prévu correspond à déploiement progressif en 2 phases. Les résultats seront observés à travers baisse du temps de traitement par camion. Troisième mesure, accélérer la transformation locale. Cette étape implique autorités industrielles plus entreprises régionales. Elle nécessite de renforcer unités de coton, karité, agroalimentaire. Le calendrier prévu correspond à 12 mois. Les résultats seront observés à travers part croissante des exportations transformées. Quatrième mesure, sécuriser les zones sensibles du corridor. Cette étape implique force conjointe. Elle nécessite de patrouilles communes, surveillance renforcée. Le calendrier prévu correspond à immédiat et continu. Les résultats seront observés à travers stabilité des flux et baisse des interruptions. Cinquième mesure, former les travailleurs locaux. Cette étape implique gouvernement, centre de formation. Elle nécessite de programmes techniques adaptés aux nouvelles industries. Le calendrier prévu correspond à cycle trimestriel. Les résultats seront observés à travers nombre d'employés qualifiés intégrés au site. La feuille de route gagne ainsi une cohérence opérationnelle. Chaque étape renforce les autres, créant un corridor capable non seulement de soutenir la croissance actuelle, mais aussi de résister aux pressions qui menacent la région. Les premières scènes évoquées plus tôt, celles des producteurs de coton ajustant leurs pratiques et des transporteurs redessinant leurs trajets, reviennent maintenant comme un miroir de ce que le corridor est réellement en train de changer. Loin des chiffres, ce sont ces gestes modestes, répétés chaque jour, qui donnent un visage humain à la souveraineté économique. Le lien entre les villages du Burkina Faso et les entrepôts du Ghana n'est plus une abstraction. Il devient une chaîne vivante, animée par des milliers d'acteurs que l'on ne voit jamais dans les communiqués officiels. Dans cette transformation, la vision d'Ibrahim Traoré trouve un terrain concret. Son appel à s'appuyer sur les ressources internes semblait d'abord un slogan ambitieux. Il devient désormais un fil conducteur qui traverse aussi bien les ateliers ruraux que les centres logistiques modernisés. Ce changement d'échelle, de la politique aux gestes du quotidien, redéfinit la manière dont la région se projette dans son avenir. Et c'est peut-être là que réside l'essentiel. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. En une phrase marquante, la dignité économique naît des actes ordinaires partagés. À ce stade, le corridor Ghana-Burkina Faso dépasse la simple mécanique du commerce. Il devient un repère, un symbole de ce que des nations peuvent bâtir lorsqu'elles décident de transformer leurs ressources en levier d'autonomie. Ce mouvement encore jeune, parfois fragile, mais déjà porteur d'élan, repose autant sur les infrastructures que sur les convictions partagées par ceux qui le font avancer. Rien n'est acquis, mais tout reste possible si les acteurs, gouvernements, entreprises, citoyens, continuent d'alimenter cette dynamique par des choix concrets. Dans cette trajectoire, chacun peut jouer un rôle, même minime,
comprendre les enjeux, soutenir les initiatives locales, partager les récits de transformation pour élargir l'élan collectif. Ces gestes, simples mais cumulés, participent à la construction d'un espace économique qui se veut plus souverain et mieux ancré dans la réalité sociale de la région. Alors, une question demeure ouverte. Quelle part souhaitez-vous prendre dans cette histoire qui se construit encore, une décision à la fois ?